Est-ce que Disney nous rend cons ? Êtes-vous prêt à relire vos souvenirs d'enfance de dessins animés pour le meilleur et pour le pire ? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Aujourd'hui, on accueille Célia Sauvage pour parler de comment Disney façonne nos imaginaires, notre rapport à l'amour, au corps, au handicap ou aux classes sociales. Salut Célia. Salut. Alors, je te présente en 10 secondes. T'es prof de cinéma et tu viens de publier un livre Décoder Disney Pixar, désenchanter et réenchanter l'imaginaire. Ça tombe bien, parce que cette interview sera en 2 parties, parce que j'ai dévoré ton bouquin. Donc désenchanter puis réenchanter. Donc désenchanter, la première aujourd'hui qui sera plus critique. Voilà, on va tacler Disney clairement, parce que y a des très bonnes raisons de les tacler. Et la deuxième, sur comment Disney s'est déjà amélioré, notamment récemment, et pourrait s'améliorer encore plus. Alors le titre de cet épisode est bien plus provoque que celui de ton livre. J'en prends la responsabilité en tout cas. D'ailleurs, tu le dis, ton but c'est pas de détruire la magie des films, parce que t'es cinéphile, donc voilà, mais de nous interroger. Et à la fin de cet épisode, il y a des films qui seront plus du tout parmi vos favoris. Moi j'ai revu plein d'extraits qui là m'ont fait halluciner, on va en parler. Mais dans la deuxième partie, il y en a d'autres qui risquent de vous plaire beaucoup plus qu'avant, que vous aviez peut-être sous-estimé. Alors, petite anecdote, tu as publié ce livre aux éditions Daron, qu'on salue, cofondé par Colline Charpentier. C'était la toute première invitée de Soif de Sens sur la charge mentale, épisode, j'allais dire best-seller, je sais pas comment on dit, parmi les plus écoutés du podcast que vous adoriez. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et pour vous resituer avant de commencer, Disney, je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde, mais voilà, ça va de Blanche-Neige au tout début et les 7 nains à La Reine des Neiges, best-seller qui fait péter un câble à tous les parents. Et de l'autre côté, Pixar, qui a été racheté par Disney en 2006, c'est par exemple Les Indestructibles, Le Monde de Nemo ou Toy Story. Ok, pour commencer, t'es fan de films, forcément, c'est devenu ton métier. Alors pas forcément de Disney, mais l'imaginaire Disney, comme beaucoup d'enfants, a construit une grande partie de ton enfance. Tu dis que tu rejouais les scènes de films Disney à l'école ou à la maison, dans ton bain, etc. Avec ta mère, vous aviez même ce rituel d'aller tous les ans à Disneyland, donc le parc d'attractions de Disney. Mais c'est surtout adulte, pendant le confinement, que ta chérie, qui elle, pour la peine, est fan de Disney, elle décide, ok chérie, on va tous les revoir, et elle s'abonne à Disney+. Et donc toi, j'imagine que il y a toujours ce débat de qui choisit le film, t'es obligé un peu de céder. Et en fait, tu retombes amoureuse des dessins animés, une fois adulte, mais du coup avec aussi ce regard critique d'adulte. Est-ce que c'est pour ça que t'as écrit ce livre, au-delà du fait que c'est clairement un sujet trop stylé ? Ouais, en vrai, très pragmatiquement, du coup, il y a eu le confinement, tout le monde a connu le confinement. Moi, j'étais enfermée chez moi et je travaillais pas, je pouvais pas aller travailler à ce moment-là. Et je me suis surtout dit que si ma compagne, du coup, allait regarder les Disney, le temps allait être très très long pour moi. Au début, j'ai juste refusé de les regarder parce que j'avais vraiment gardé le souvenir de Disney. C'est loin derrière moi. J'ai déjà refusé de les regarder quand j'étais plus jeune, donc je vais pas m'y remettre maintenant. Pourquoi t'as bien refusé de les regarder quand t'étais plus jeune ? Je sais pas, ça passait pas, j'aimais pas les animaux qui chantaient, j'aimais pas trop les chansons, j'aimais pas du tout, je pense qu'on va en reparler, les princesses. Et je pense que j'ai très rapidement été plutôt fascinée par d'autres films, Batman, Tintin, des trucs beaucoup plus d'aventure que les petites romances qui en fait ne me passionnaient pas. Et... Donc quand il y a eu le confinement et que Disney+ est arrivé, je me suis dit en fait, si je refuse totalement de regarder Disney, vu tous les films qu'il y a, je sais pas ce que je vais faire de mon confinement. Donc, on a commencé à les regarder et en fait, il y en avait tellement qu'au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que ce temps me serve à quelque chose. Du coup, autant commencer un peu à écrire, mais j'ai commencé à écrire un peu plus pour me dire, intellectuellement, je me stimule pendant cette période un peu étrange. Et à force d'écrire, je me suis dit, quand même, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et du coup, tu as décidé d'écrire le livre, commencer à écrire en tout cas, avant de savoir si tu allais de nouveau aimer les Disney ? C'était plus de la curiosité intellectuelle et j'étais plus partie dans je vais être énervée. Et en fait, j'étais pas si énervée que ça. J'ai commencé vraiment à développer une fascination pour ce que les films me racontaient et essayer de voir autre chose que juste, il faut tous les jeter à la poubelle. Et surtout, effectivement, comme j'étais avec ma compagne qui, elle, adore les films et qui me disait non, mais on va vraiment regarder celui-là. Je sais qu'il y a quelque chose qui va te plaire, mais sans me dire exactement quoi. Du coup, je me suis un peu laissée embarquer et ma première réaction, c'était si moi, je comprends le rejet que j'ai eu, du coup, je peux aussi réfléchir sur comment les films agissent sur moi ou sur d'autres. Avant, j'ai écrit un livre sur les teen movies et sur Tarantino.
Et les teen movies, c'était les films que je détestais quand j'étais ado. J'étais forcée de les regarder. Les films pour ados, teen. Voilà. Et pareil, Tarantino, j'étais très fan jeune. Puis après, j'ai grandi intellectuellement. J'ai commencé à lire des livres et je me suis dit, bon, le gars est un peu problématique quand même. Et du coup, je me suis dit, et si on l'écrivait dessus et que je vois un peu ce que j'en garde. Et donc, j'ai fait un peu la même démarche avec Disney. C'est quelque chose souvent qui m'interpelle. C'est un peu ma thérapie, oui. Et il faut dire que quand même, pour quelqu'un qui n'avait pas envie de les voir, au final, tu as fait une enquête XXL où tu as regardé les 102 films Disney Pixar. Et vu le niveau de détail dans ton livre, je pense que tu as dû faire pause assez souvent. C'est pas juste tu les as regardés d'une traite. Alors pour info, pour que vous ayez une idée, les fans hardcore, pour eux, Disney, c'est vraiment une seconde famille. Disneyland, c'est une deuxième maison. Là-bas, vous connaissez peut-être les gens qui s'y marient, mais il y a aussi des gens qui y vont pour célébrer la guérison d'un cancer, qui y vont pour leur dernier voyage avant de mourir. Enfin, c'est vraiment presque une forme de religion. Toi, d'ailleurs, ta compagne est autiste. Et pour elle, tu dis, c'est un rituel essentiel à sa santé mentale, avec des repères et des habitudes d'aller à Disneyland. Est-ce que c'est avec ce côté fan hardcore quasi religieux que c'est pour ça que c'est aussi difficile de critiquer Disney sans se faire lyncher? Par exemple, quand il y a eu les premières critiques, malheureusement seulement récentes, mais sur tous les baisers forcés, non consentis, comme La Belle au Bois dormant. Oui, je pense qu'il y a un peu des deux. Ça reste des objets qui sont très, très liés à des souvenirs d'enfants. C'est très compliqué pour les gens de revisiter ces souvenirs d'enfants. Il y a un peu une fétichisation comme ça de notre enfance, notre adolescence, comme si c'était mieux avant et que le monde adulte est plus compliqué. Donc, c'est déjà très compliqué pour des adultes d'accepter, de se dire que ce qui nous a fait rêver enfant, en fait, n'aurait pas dû nous faire rêver. L'autre partie, c'est que malheureusement, il y a aussi encore beaucoup d'adultes, comme tu l'as dit, qui ont un rapport très, très proche à Disney. Et Disney est vraiment dans leur quotidien tout le temps, même pour des gens pas fans. Comme je l'explique dans le livre, Disney, c'est acheter des jouets à McDonald's, aller acheter un pyjama à Primark, se retrouver face à des montres ou d'autres objets où on va tomber sur des choses qui sont Disney. C'est très compliqué dans la vie quotidienne de passer outre Disney. Ouais. Donc pour des fans adultes, c'est quelque chose qui organise totalement leur quotidien. Quand on leur dit que ce qu'ils font de leur quotidien ou ce qui leur permet souvent sur le parc, c'est vraiment ça le discours de s'échapper, de ne pas penser au monde actuel. Quand on leur dit qu'en fait Disney n'est pas du tout dans les dessins animés, mais comme dans le parc, n'est pas si éloigné de la vie quotidienne et que Disney parle de notre monde et qu'en fait pose quand même des problèmes sur ce que ça raconte. Ouais. C'est très compliqué pour eux d'admettre que en fait ce qu'ils adorent et ce qu'ils pensent être une sorte d'échappatoire, en fait, n'en est pas du tout une. Et il dit beaucoup plus que juste un monde un peu innocent, non politisé. Et ça, je pense que c'est le truc qui coince. Politiser et un contenu pour enfants, ou aussi politiser des choses qu'on ne veut pas politiser quand on est adulte. C'est très compliqué, en fait. Donc, du coup, il y a une sorte de mur un peu anti-critique tout le temps qui empêche, encore aujourd'hui, je pense que le livre va sortir, mais moi, j'étais un peu étonnée de voir que personne s'était vraiment lancé dans l'aventure avant. Ouais, c'est fou. Il y a d'autres choses aux États-Unis qui avaient été écrites, mais beaucoup par des chercheurs, souvent sur des petits films à droite à gauche, mais pas vraiment de gros travail de fond. Ouais, là, t'as fait un gros travail, quoi. Ouais, et je pense que c'est pas juste parce qu'il y avait beaucoup de films, mais c'est aussi que c'est compliqué d'aller au bout du travail de déconstruction sur Disney, et y compris pour des gens qui aiment. Je pense que c'est toujours un peu la crainte. Est-ce que si j'admets ce qui ne va pas chez Disney ou Pixar, est-ce que je pourrais continuer à aimer? C'est vraiment la chose qu'on m'a redit. Oui, en fait, vous pourrez continuer à regarder des films qui posent problème. Peut-être que vous allez en découvrir plein d'autres qui posent pas du tout problème. Mais c'était un peu l'objectif aussi de prendre les gens par la main et de les rassurer avec un autre regard. Mais effectivement, tu dis, si t'es méga fan ou même juste un peu, comme moi, comme beaucoup de gens, en fait, oser critiquer Disney, c'est oser critiquer une partie de soi et quelque part, c'est aussi un peu tuer son enfant intérieur et reconnaître qu'il y a des messages critiquables clairement très borderline dans les Disney, on va en parler. Ça veut aussi admettre que tes parents, ils t'ont fait voir des trucs qui sont très limites ou que toi, tu fais pareil avec tes gosses, tes neveux, nièces. Alors, avant de rentrer dans plein d'exemples concrets sur le racisme, le sexisme, plein d'autres choses hyper intéressantes, d'exemples de Disney que vous connaissez forcément. Voilà, je trouvais ça super bien que dans le livre, tu rappelles que The Walt Disney Company, donc la boîte derrière Disney, c'est 80 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est la 53e plus grande fortune du monde.
effectivement des centaines de partenariats au McDo avec Coca, Adidas, Apple, des marques de luxe, etc. Et qu'en fait, c'est vrai que c'est assez incroyable à quel point aucune entreprise n'a jamais réussi à incarner autant ces valeurs de magie, d'innocence et de valeurs familiales. Et du coup, tu peux pas décrédibiliser toute critique en disant bah non, c'est juste des dessins animés pour enfants, arrête, tu vois de la politique partout. Bah non, désolé, de l'autre côté, Disney, c'est un empire, c'est une boîte qui brasse des milliards, c'est pas une association à but non lucratif, quoi. Qui est dans la vie de tous les enfants avec les déguisements, les chansons, les jouets, donc qui éduque nos enfants, qui leur dit ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas. Et eux, ils décident, prennent leurs décisions pour faire un max d'argent, pas pour éduquer ton enfant en mode Montessori, quoi. Donc, je trouve ça lunaire qu'on fasse une confiance aussi aveugle à une boîte qui a autant d'impact sur nos enfants sous prétexte qu'un dessin animé, c'est forcément innocent, quoi. Ouais, c'est aussi la preuve surtout que l'entreprise a réussi en fait ce qu'elle a voulu poser en fait comme cadre. Il y a eu un peu cette idée que l'entreprise c'est Walt Disney, donc aussi tout le fantasme qu'il y a autour du créateur pour les fans et pour beaucoup de gens. Il y a vraiment cette idée que c'est Walt, c'est pas juste Walt Disney, et c'est lui qui a décidé de construire aussi cette image comme ça d'un patron familial qui serait un peu un homme normal, vraiment tous les fans l'appellent l'oncle Walt, etc. Autant en France qu'aux États-Unis. Donc, il y a aussi cette idée qu'on a fait confiance à quelqu'un et on a créé tout un récit autour de ce personnage pour dire que c'était quelqu'un qui ne nous voulait pas du mal, alors que ça a pris beaucoup de temps, mais à partir des années 80-90, il y a eu de plus en plus de recherches sur le fait que bon, c'était quand même un homme problématique, même si on n'en saura jamais vraiment à 100% la vérité. On a fait confiance à cet homme comme à un membre de notre famille. Donc ça, dès le début, ils ont réussi à imposer cette idée que c'est pas une entreprise qui nous veut du mal, c'est une entreprise familiale de quelqu'un qui aime les parcs, les dessins animés et qui veut nous faire plaisir autant qu'il veut se faire plaisir. L'autre chose, je pense aussi, c'est une des premières grandes maisons de production à lancer vraiment le dessin animé. C'est le premier le premier dessin animé en couleur et en parlant. Donc aussi, c'est eux qui ont imposé le mode de lecture. À quoi sert un dessin animé? Voilà. Donc, ils ont aussi, dès le début, dès la fin des années 30, dit qu'un dessin animé, ça sert à faire rêver les enfants et pas faire de politique. Et leur succès, on peut leur reconnaître ça, c'est qu'encore aujourd'hui, les gens adhèrent à ce mode de lecture-là, part du principe qu'effectivement, un dessin animé, ça n'est qu'un objet pour enfants un peu innocent, oubliant un peu, effectivement, tout l'aspect un peu politique. Et ça, les gens ne veulent pas le lire. Et comme c'est une entreprise qui veut surtout faire de l'argent, ils ont aussi compris qu'il fallait des fois évoluer parce que ça faisait aussi de l'argent. Mais en fait, à partir du moment où ça fait de l'argent et que les gens suivent, ils sont restés sur leur ligne de conduite. Si là, maintenant, il faut un petit peu bouger, pour l'argent, ils sont prêts à bouger et à repenser un petit peu le cadre de ce qu'est un dessin animé. Notamment, c'était vraiment l'idée avec le rachat de Pixar, comment intégrer les ados et le jeune public adulte qui n'est pas encore parent, comment les intégrer à la machine, leur trouver aussi du contenu, etc. Et ça, les gens ne veulent pas le voir, alors que Disney a toujours été très carré sur les chiffres doivent être là, peu importe. Oui, ça a toujours été dit clairement, c'est ça l'objectif numéro 1, quoi. En même temps, quand tu veux faire un film qui plaît au plus grand nombre, pour que ça rapporte donc le plus d'argent, bah oui, forcément, que ce soit des années 50 à, je sais pas, même presque jusqu'à aujourd'hui, bah tu vas pas mettre un héros ouvertement homosexuel et encore moins militant ou anticapitaliste. Voilà, tu sais que ça va niquer ton chiffre d'affaires, quoi. Donc, mais du coup, je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, sous la pression et l'évolution des mœurs des gens, et du coup, on va parler notamment dans la deuxième partie de toutes les améliorations qu'il y a eu, parce que c'est rentable, hein, pas parce que c'est des bisounours. Mais du coup, ça veut dire que la société change et tant mieux. La critique numéro 1 qu'on fait à Disney, c'est un gros mot, l'hétéronormativité. C'est le fameux un jour mon prince viendra, un jour. Bon, voilà, vous connaissez, je vais pas vous chanter, mais ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, tu penses à Disney, tu penses à ça. T'écris dans ton livre, le prince, il rencontre jamais un autre prince. La princesse, elle tombe jamais amoureuse d'une autre princesse. Et l'hétéronormativité, donc, c'est pas juste de montrer que des histoires hétéros aux enfants ou aux adultes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui regardent. C'est tout le package qui va avec. C'est les injonctions à être en couple. Hier, j'ai commencé à regarder Élémentaire. Voilà. Au bout de 5 minutes d'histoire, la maman est là, alors, quand est-ce que tu vas trouver l'amour? Putain, mais... C'est les injonctions à rester fidèle et monogame, à se marier, à avoir des enfants. Et si tu fais ça, tu auras une chance d'être heureux normalement. Toi, en plus, tu es lesbienne. Tu t'écris que tu étais, entre guillemets, un garçon manqué.
voilà, j'imagine que ça devait pas être évident de grandir avec ce mythe du prince charmant et des princesses ultra féminines, quoi. Oui, alors surtout qu'en plus, moi, quand j'ai commencé à regarder les Disney, donc je suis née à la fin des années 80, donc Ouais. ma génération Disney, c'était les années 90. C'était vraiment le retour des princesses, c'est-à-dire La Petite Sirène est sortie 2 ans après ma naissance. Donc en fait, je suis Ok. vraiment née en plein revival Disney princesse. Donc c'est aussi les premiers films auxquels j'ai été vite confrontée, ou en tout cas tous les films que mes copines dans la cour de récré adoraient. Ouais. Et en fait, c'était trop dur pour moi. J'avais pas du tout envie d'avoir les cheveux longs, j'avais pas du tout envie de m'habiller comme une Et fille. Je me sentais assez éloignée de tout ça. parce qu'on va Euh, en parler après, mais du coup, c'est ouf à quel point toutes les princesses, la quasi-totalité, oui. effectivement, sont toutes en robe, jamais en pantalon, ont toutes quasiment les cheveux longs, etc., quoi. Et toute l'injonction à la romance, alors c'est aussi quelque chose où en vrai, on s'habitue à se dire que des enfants de 4, 5, 6, 7 ans sont baignés de romance, pensant du coup que les films Disney n'ont rien à voir avec une propagande autour de la sexualité, alors qu'en fait, c'est presque que ça qu'on nous raconte. Tomber amoureux et amoureuse. En fait, je ne reconnaissais pas nos histoires de princesses et je me disais, j'ai pas envie de tomber amoureuse d'un prince. Ça me plaît pas. Quand mes copines en parlent, je comprenais pas trop, mais ça coinçait. Et ça, je pense que on comprend pas forcément aussi l'impact que ça peut avoir sur des jeunes enfants, mais en fait, dès le plus jeune âge, on leur apprend aussi un modèle de vie qui est un modèle de vie adulte. C'est-à-dire Et qu'on les fait désirer, on leur apprend à désirer dès le début un certain type de corps, à effectivement modeler un certain type de schéma familial ou romantique. Donc le papa, la maman, les enfants, l'amour au premier regard, le mariage rapide, etc. Donc contrairement à des amis, fantasmer le fait que je pourrais avoir une belle robe de mariée, un grand mariage, encore aujourd'hui, ça me passionne pas du tout. Mais en fait, la plupart de mes amis d'enfance, par contre, rentraient en plein dedans. Et c'est là aussi que j'ai compris que, en fait, à un moment donné, j'étais plus exactement dans la norme. Et c'est pas Mhm. forcément agréable quand on est petit de sentir que on n'arrive pas à désirer ou rêver sur les mêmes choses que tout le monde. Et Disney, comme tout le monde aime Disney, bah, ça paraît un peu suspect. Bah ouais. Tu dit, Puis en bah, plus, t'es un gosse, quoi. Qu'est-ce que tu veux comprendre déjà, toi, que t'es attiré par l'autre genre? Enfin, il y a deux choses. Un, effectivement, combien d'enfants LGBTQIA+, bah, du coup, souffrent de ces injonctions Disney au couple hétéro, quoi. Et en plus, comment on adultise et on greffe des histoires d'amour sur des enfants qui peuvent être amoureux, je sais pas, en maternelle ou en primaire, mais c'est quand même pas non plus omniprésent à 5 ans d'avoir des histoires d'amour, quoi. ouais, surtout qu'en fait, les enfants en maternelle primaire, souvent, bon, en tout cas chez les filles, par exemple, les filles ont souvent une amoureuse. Bon, elles se rangent très rapidement dans l'hétérosexualité, mais c'est quelque chose finalement d'assez courant que la meilleure amie devienne officiellement l'amoureuse à la maison sans qu'il se passe rien. Ah ouais. Donc, il y a aussi un peu une contradiction à la fois nous mettre sur ce chemin-là, alors qu'en fait, les petits sont beaucoup plus dans l'expérimentation qu'on ne le croit. Et donc, ça crée quand même des complexes, un rapport un peu problématique aussi avec des jeunes qui vont comprendre que Disney, c'est ça inconsciemment. Ils comprennent, il faut aimer Disney, il faut désirer comme Disney, il faut penser comme Disney, il faut Donc, il vivre faut en aimer groupe les garçons. les mêmes aventures. Et si ça ne marche Mm. pas, il y a un peu un problème quand même. Ouais. Et tout ça, en plus, c'est inconscient, donc c'est assez fort. Pareil pour Disney, bah, c'est aussi une caricature des corps genrés. Ariel, la petite sirène, t'écris, elle a une taille plus petite, enfin, c'est genre comme ça, que Ouais. l'espace entre ses deux yeux. Ouais. Je regardais les images, j'en revenais pas. Et c'est pareil pour Jasmine dans Aladdin, Pocahontas, Elastigirl, la maman dans Les Indestructibles, ou Elsa dans La Reine des Neiges, qui sont vraiment, pas jusqu'à son mince, c'est vraiment maigrissime. Au-delà de la grande majorité des héroïnes, parce qu'effectivement, il y a des petites évolutions récemment très marginales, ont un corps mince, voilà, surtout pas des grosses, voilà, clairement la grossophobie, bonjour. Une petite poitrine, des cheveux longs, des belles robes, comme on disait, quasiment pas de pantalon. Et c'est aussi une caricature pour les mecs, hein, c'est pas que les filles. Les mecs sont forcément plus grands, ils peuvent pas être petits, ils sont forcément plus musclés, ils peuvent pas être gros ou juste minces, et torse nu aussi pour se rincer l'œil tant qu'à faire. Et ça commence à changer légèrement, mais voilà, 90% des Disney apprennent à nos enfants que bah, c'est ces deux types de corps qui seraient les plus souhaitables, les plus désirables à avoir. Et bonjour les millions de complexes qu'on crée, quoi. Enfin, Qui est assez frappant, c'est de se dire que, en fait, la plupart des Disney Pixar sont globalement plutôt avec des personnages d'adultes. Donc, ouais, on apprend à des enfants à désirer des corps d'adultes, c'est-à-dire des corps qui sont passés par la puberté, qui ont déjà grandi. Même ouais, si beaucoup d'héroïnes, en fait, sont adolescentes, on ne le comprend pas quand on est petit. On ne comprend ouais. pas qu'en fait, elles ont entre 13, 14, 15 jusqu'à 17, 18. Ah oui, moi j'ai Elles pas du ont tout un corps, l'impression. en fait,
de jeunes adultes. Enfin, moi, quand je regarde Blanche-Neige ou même la Belle au bois dormant, Cendrillon, etc., je vois pas des gamins ou des gamines de collège. Donc, on apprend aussi les enfants à regarder des corps d'adultes, ce qui est doublement complexant. Parce que, effectivement, quand on a 7, 8, 9 ans, on n'a pas encore de poitrine. Très certainement, quand on est vraiment en maternelle, on a encore vraiment des rondeurs d'enfant, avec un corps qui est encore un peu potelé, pas encore très, très mince, etc. Discuter avec une amie qui me parlait de ses enfants donc qui sont encore en maternelle. Très clairement, les petites se comparaient à Elsa et se disaient mais moi je sais que je suis moins belle qu'Elsa parce que je suis pas blonde, alors que bon elles sont châtain clair, et parce que je suis trop grosse, alors que les petites sont vraiment dans la norme de poids attendue. Il n'y a pas un pet de poids en plus, mais effectivement par rapport à Elsa, personne ne ressemble à Elsa, quoi. Voilà. Et ça, c'est un peu contradictoire parce que l'argumentaire a toujours été de dire bon, c'est du cartoon, c'est de l'animation, donc les proportions ne sont jamais réalistes et ça fait partie du style esthétique, ce qui peut se justifier. Et en même temps, du coup, dans les choix de déformation corporelle, c'est des choix que depuis 1937-38 jusqu'à aujourd'hui, en fait, perdurent, voire se sont accentués. Les corps masculins se sont vraiment accentués en termes d'exagération de corps musclés. C'est pareil, quand on a un jeune garçon à 7, 8, 9 ans et même encore au collège, on est très loin d'avoir ce corps-là. C'est impossible. Déjà, pour un adulte, c'est compliqué. Mais alors, pour un jeune enfant, jusqu'au bout, on va se dire, je n'aurai jamais ce type de corps. Sous couvert d'exagération cartoonesque, en réalité, on est vraiment juste dans modeler des corps dès le plus jeune âge, quitte à créer beaucoup de complexes, de troubles du comportement alimentaire, etc., qui ne sont pas vraiment pensés, en fait, ni par les parents d'ailleurs, en fait, qui se posent pas forcément la question, et encore moins par les créateurs, les producteurs derrière, etc. Mais des fois, c'est encore plus explicite, quoi. J'ai revu hier la scène de la méchante dans Blanche-Neige, qui demande à son miroir qui est la plus belle, mais enfin, du coup, juste de réaliser effectivement avec un regard adulte, enfin voilà, elle veut absolument être la plus belle. Donc déjà, il y a un problème effectivement en termes de construction mentale, genre t'as pas de valeur si t'es pas la plus belle. Mais comme c'est pas elle la plus belle, du coup, tu veux tuer la nana qui est la plus belle, à savoir Blanche-Neige. Genre, t'en es à ce stade-là de c'est tellement important pour toi d'être la plus belle que t'es prête à tuer. Enfin, c'est ça l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains quand même. Enfin. Ça, on en a beaucoup parlé dans les plus vieilles productions. Donc, c'est vraiment le premier film Disney, donc Blanche-Neige. Dans Cendrillon, le fond de l'histoire, c'est aussi un petit peu ça. La belle-mère, le père de Cendrillon du coup, décède, donc elle vit avec sa belle-mère. La belle-mère est clairement jalouse de Cendrillon parce qu'elle veut à tout prix marier ses 2 filles à elle. Et si Cendrillon est dans l'équation, les 2 belles-filles sont quand même beaucoup moins belles, donc elles vont pas pouvoir se marier si Cendrillon est encore là. Faut la transformer pour qu'elle prenne pas la place des belles-sœurs. Après, c'est un peu disparu. Après, ça reste des films qui sont tellement cultes qu'on continue à les voir encore aujourd'hui. Mais heureusement, ça a un peu disparu. Mais étonnamment, c'est des idées qui sont encore très ancrées dans la tête du public. Et donc, Disney a réussi son pari. C'est-à-dire que les idées des années 30 et jusqu'aux années 50 marquent encore aujourd'hui. Et effectivement, en fait, même pour des petites, c'est moins le cas pour les modèles d'identification masculins. On sait qu'il y a une petite compétition par rapport à la beauté. Le fait que toutes les femmes soient toujours positionnées comme des objets de regard désirés, un des premiers éléments narratifs pour caractériser des personnages féminins, c'est nous dire qu'elles sont belles, qu'elles sont regardées, que les gens les admirent, sont fascinés par elles, etc. Donc, on comprend tout de suite que c'est une valeur qu'on doit réussir à performer et que si nous, rapidement, on ne provoque pas ça dans la cour de récréation, en grandissant, etc., quand on devient adulte, on n'a pas de place sur le marché de l'amour, entre guillemets. Et je pense que les exemples auxquels tu fais allusion, c'est par exemple, effectivement, quand on présente Elsa, à quel point elle fait la Reine des Neiges, à quel point elle est trop belle. Quand Hercule, tout le monde l'a admiré, ses biceps. Et même Gaston, même s'il est moqué et critiqué, c'est une des premières choses qu'on dit de lui. On chante à quel point il est beau, Gaston, etc. Donc dans La Belle et la Bête. Et inversement aussi, on va aussi chanter, là cette fois-ci au premier degré, que Belle est extrêmement belle. Voilà. Alors, elle est aussi intelligente, mais ça c'est un peu étrange. Donc dans la même chanson, on va vous chanter qu'elle a une beauté resplendissante. Ouais. Et dommage, elle aime un peu trop lire des livres. Et donc, il y a tout de suite un petit peu cette idée-là aussi que la beauté, c'est OK. Le reste, c'est un peu suspect quand même. Wow. Tu disais que ça s'améliorait un peu sur les côtés complexes de corps.
Bon, effectivement, c'est peut-être pas au stade où tu veux tuer n'importe qui est un peu plus beau que toi, mais il y a encore effectivement du body shaming, que ce soit, alors ça c'était il y a 50 ans effectivement, quand Clochette de Peter Pan s'inquiète de la taille de ses fessiers devant un miroir, mais ça a été refait plus récemment avec donc Elastigirl, la maman des Indestructibles, et à la limite tu dis pourquoi pas en parler quoi, mais à ce moment-là t'as un recul critique. C'est l'occasion parfaite pour avoir un discours sur comment on intériorise les pressions sexistes et le body shaming, ou bien sur l'évolution qui est plutôt réaliste en fait, quand après avoir été maman comme la maman de Elastigirl, forcément c'est assez fréquent de reprendre d'avoir plus de poids qu'avant, mais non. Est-ce que tu penses que c'est délibéré ce genre de, il y a quand même des mecs qui à un moment se disent qu'ils vont écrire ces scènes sans recul quoi, ou sans message pédagogique, ou est-ce que c'est peut-être plus lié au fait que il a quand même fallu attendre 2012 pour qu'il y ait une femme qui réalise seule un film Pixar. C'est le film, c'était Rebelle, et donc le fameux male gaze, le regard masculin. Ouais, l'autre chose aussi, en vrai, qui a un souci, c'est la question de l'humour. C'est-à-dire, si ça fait rire, mais que c'est problématique, en fait, l'important, c'est que ça provoque de l'émotion. Donc, si ça peut faire rire et un peu sourire que la mère indestructible, effectivement, observe ses hanches un peu trop larges et prenne peur de ne pas rentrer dans sa tenue moulante, faisons rire le public. Tant pis si c'est problématique. Je pense que il y a un vrai débat à ouvrir aussi sur l'emploi du comique et de l'humour, notamment sur les questions de parler du film. Ouais, il y a vraiment tout un humour, notamment très grossophobe chez Disney. Le fait que les personnages gros, sans arrêt, l'idée c'est de nous faire rire parce qu'ils sont obsédés par la nourriture. Du coup, on s'est habitué de rire de ça, alors qu'en fait, c'est pas si drôle que ça et ça pose aussi beaucoup de questions pour des personnes concernées. Ça nous fait rire que des personnages qui soient plus gros que la norme se coincent, tombent par terre parce qu'ils sont plus gros et qu'ils ont plus de poids, etc. On nous a habitués comme ça depuis des années et des années, en fait, à rire de certaines choses. Et encore aujourd'hui, on part du principe, c'est la marque de fabrique de Disney, continuons à le mettre dans les films, ça va faire rire. Et jusqu'à présent, en réalité, personne ne s'est vraiment tant plaint que ça sur ces images-là. Et comme Disney est quand même assez sensible à pas de mauvaise presse, tant que les gens ne vont pas râler, et c'était vraiment aussi l'objectif du livre, donner des outils pour regarder les Disney, parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu pour aussi faire un peu pression et dire à Disney, en fait, à un moment donné, tout ça doit changer. Si vous voulez votre argent, il faut que vous écoutiez aussi ce qui doit changer. Et je pense que sur l'humour grossophobe, à part les personnes concernées, pas grand monde, en fait, ne râle sur ça, alors qu'en réalité, j'étais très choquée. Sur tous les films, il y a toujours une petite blague avec quelqu'un de gros qui mange, quelqu'un qui se coince, des blagues sur des corps qui ressemblent pas à des corps normés. C'est vraiment un incontournable. Et je sais pas dans quelle mesure c'est un cahier des charges qu'on coche, ou alors qu'inconsciemment aussi les équipes qui créent rendent hommage à des choses qu'ils ont adorées quand ils étaient enfants et refont la même chose. Sans parler aussi de notre rapport à l'amour, qui du coup forcément est fucked up par Disney, puisque forcément on tombe amoureux au premier regard avec un coup de foudre. C'est bien connu, ça marche comme ça dans la réalité. Non, en général, c'est plutôt rare et ça prend du temps. Voire, en fait, ça peut être dangereux de tomber, notamment pour les filles, méga amoureuses d'un mec à qui t'as absolument jamais parlé et te dire oui, c'est vraiment avec lui que je veux passer ma vie. Peut-être discute un peu avec lui avant. Même si ça s'améliore un peu dans les Disney avec Réponse, notamment, tu peux nous parler de la rencontre de Réponse avec ton acolyte. Réponse, c'est un très bon exemple et La Reine des Neiges aussi marche très bien. Effectivement, le schéma un peu classique, et c'est vraiment Disney aussi qui nous l'a infusé depuis des années. Encore aujourd'hui, moi, je connais vraiment des gens qui pensent que si au premier regard, t'as rien ressorti pour la personne en face, c'est stop tout de suite. Alors qu'en vrai, peut-être que ce sera au 50e ou 117e regard qu'il se passera quelque chose. Et c'est pas grave du tout. Mais Disney nous a appris vraiment qu'au premier regard, voilà, il faut tout de suite qu'il y ait un clic magique et que ça passe. Donc, c'est vraiment le cas de toutes les premières représentations, Blanche-Neige, Cendrillon. Dans les productions un peu plus récentes, notamment à partir de Réponse, puis La Reine des Neiges, il y a eu un peu cette idée que le premier regard est pas forcément concluant. Donc, dans Réponse, donc, elle est enfermée dans une tour. C'est celle qui a les cheveux très longs, je pense que vous voyez. Et dans la tour, du coup, un voleur débarque dans la tour et l'attaque. Et la première réponse, c'est déjà, ils se croisent pas du regard. Et la première réponse, c'est vraiment, il y a un agresseur qui est là. Tu fais des jeux de mots en plus là. Elle l'assomme et c'est pas du tout de suite. Après, ils vont un peu se faire confiance.
Mais même s'ils ils se regardent, la mise en scène, elle va pas jouer du fait qu'il va y avoir un échange de regards amoureux. Il arrive finalement très tard dans le film. Et ce n'est que dans le dernier thème du film, du coup, que officiellement, il y a une déclaration d'amour. Et dans La Reine des Neiges, qui marche très bien aussi, Elsa, la reine, du coup, se moque de sa sœur Anna, qui, elle, tombe amoureuse du premier inconnu. Donc, elle lui dit, oh là là, mais il faut se méfier, on ne le connaît pas. Donc, du coup, elle est d'abord interprétée comme un personnage très froid, qui, elle, d'ailleurs, ne désire personne. Donc, en fait, c'est juste pour ça qu'elle s'énerve par rapport à sa sœur, qui, elle, est plus naïve, mais du coup, enclin à se laisser porter par l'amour. Et après, Anna, elle rencontre, du coup, Christophe, donc, qui est l'espèce de montagnard. Pareil, leur premier regard n'est pas du tout un regard amoureux. Lui, il est couvert de neige, donc, en fait, il ne la voit pas vraiment. Il s'amuse du fait qu'ils se connaissent pas et qu'ils se méfient l'un de l'autre. Et lui, il lui dit comment ça, tu es tombé amoureux d'un homme que tu ne connais pas, mais ça n'existe pas. Tu ne devrais pas. Donc, on a 2 fois dans le film un avertissement. Et pour effectivement se rendre compte à la fin du film, je spoil un petit peu, que celui dont est tombé amoureux Anna est effectivement un méchant et que tout le monde avait raison de lui dire ne tombe pas amoureux de lui au premier regard. Non, et finalement, c'est Christophe qui, lui, va développer au fur et à mesure du film un regard amoureux pour Anna, mais qui lui le rend pas, parce qu'elle, en fait, elle ne le perçoit pas du tout. Et en fait, finalement, il faut attendre le 2e opus, donc pour que vraiment leur romance se mette en place. Donc bon, ils finissent quand même par être amoureux à la fin du premier, mais la romance, c'est prendre beaucoup de temps. Et ça, j'ai trouvé ça bien quand même sur des films plus récents. Disney montre quand même que la romance, ça peut prendre du temps. Même si à l'échelle de Disney, une fois encore, en réalité, c'est juste une semaine souvent, voire moins. Mais après, pour eux, c'est complet. C'est ça. Alors, ça reste, il faut quand même trouver son amoureux ou son amoureuse, penser quand même au mariage, etc. Mais je trouve ça déjà moins dangereux. Et surtout le fait que, comme dans Réponse et dans La Reine des Neiges, on en parle explicitement dans les dialogues, on dit à des jeunes ou à des moins jeunes, attention quand même, on n'est pas de l'ordre d'un message un peu implicite qu'on doit découvrir. Ouais, c'est trop intéressant. En bonne militante, c'est un truc que les militants font beaucoup, tu as créé des bingos, donc une grille, je sais pas sur combien, 4 sur 4 par exemple sur le sexisme, pour jouer pendant que tu regarderas ton prochain Disney. Tu peux nous expliquer comment on joue avec tes bingos? Oui, l'idée des bingos, du coup, c'était aussi d'avoir un peu une note de synthèse en fin de chapitre. J'ai conscience que peut-être que la plupart des gens qui vont acheter le livre n'auront peut-être jamais lu de livre d'analyse filmique. Et pour moi, c'était aussi l'objectif de dire, vous avez jamais ouvert un livre sur le cinéma, c'est pas grave, en fait, vous allez pouvoir comprendre tout le livre. Vous en mettrez un sur Insta pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, c'était aussi un bingo pour faire une synthèse. Et c'est aussi un outil, du coup, pour pouvoir regarder si vous avez envie de découvrir d'autres films que vous n'aviez pas vus ou les revoir. Et on a, du coup, des petites cases à cocher. En blanc, les cases où Disney va dans le bon sens. Donc, c'est vraiment le côté réenchanté et évolution positive. Et à l'inverse, du coup, les cases grises, c'est tout ce que Disney fait encore de mal, c'est encore problématique et du coup, ce qu'il faudrait désenchanter. Je donne des exemples, par exemple, sur effectivement le sexisme. Est-ce qu'il y a une femme en pantalon et aux cheveux courts? Est-ce qu'en tête d'affiche, il y a des hommes grands et costauds et des femmes petites et minces? Est-ce qu'il y a un coup de foudre? Est-ce qu'il y a une amitié femme-homme? Est-ce qu'il y a un baiser forcé, etc. Et donc, pendant que vous regardez le film, voilà, vous cochez vos petites cases et c'est assez drôle. Ça, c'était les critiques les plus évidentes, en tout cas celles que moi m'étaient le plus remontées aux oreilles des Disney. Mais on va aussi parler de racisme, de classe sociale, de handicap et même, c'est méga flippant, de pédocriminalité. De manière assez surprenante, il y a des handicapés dans tous les Disney Pixar. On en parlera plus dans la deuxième partie, mais c'est plutôt chouette. Par contre, c'est souvent clairement à la ramasse, quoi. C'est souvent des personnages infantilisés, diabolisés ou du misérabilisme, donc clairement victimes de validisme, ce qui fait écho. De toute façon, là, ça va être un bingo, justement. Il y a tous les sujets que tu abordes, ça fait écho à d'autres soifs de sens qu'on a fait sur le validisme avec Elisa Rojas, sur le classisme avec Nicolas Framont sur les parasites ou Monique Pinson-Charlot, voilà, sur le sexisme, il y en a 100 000. Mais donc, par exemple, que ce soit Quasimodo, Dumbo ou Elsa de la Reine des Neiges, ils sont tous qualifiés de freaks, en anglais, de monstres, parfois jusqu'à 8 fois au cours du film. Ok, donc si toi, tu as un handicap et tu regardes le film, voilà, j'imagine, si je suis un enfant, si carrément tu as exactement le même handicap, par exemple bossu, ou même juste n'importe quel handicap qui soit visible ou invisible, et que je regarde cette scène dans le bossu de Notre-Dame, est-ce que tu peux nous raconter justement cette scène du Carnaval des Fous qui, aujourd'hui, me semble horrible, quoi? Ouais, c'est vraiment en plus moi la scène aussi où,
qui m'a vraiment beaucoup trop touchée. Je me rappelais de cette scène sans vraiment me rappeler de la cruauté de la scène. Et pourtant, j'ai grandi dans une famille avec plusieurs membres de ma famille qui ont des handicaps aussi. En fait, du coup, on voit le personnage principal. Donc, on peut aussi questionner le fait qu'il s'appelle le bossu de Notre-Dame. Il n'a pas d'autre prénom. C'est un grand classique Disney, c'est-à-dire désigner les personnages avec un handicap, leur prénom et directement leur handicap. Donc, avec vraiment cette idée, il y a eu beaucoup de polémiques sur le fait que bossu, c'est quand même un terme très stigmatisant. Donc, on parle des personnes qui ont une syphose, donc parce qu'ils ont l'équivalent du coup du boss. Les équipes ont dit non, mais on va pas changer non plus le nom de l'ouvrage de Hugo. Et donc, on voit ce personnage qui descend de sa tour et qui décide de se rendre au carnaval organisé dans la ville de Paris. Et l'idée du carnaval, c'est se déguiser en fou. Et donc en personne avec des physiques atypiques, etc., pour effrayer le public. Et donc lui, un peu par hasard, se retrouve sur la scène puisqu'Esmeralda le perçoit et le monte sur la scène devant tout le monde. Et tout le monde est persuadé qu'il a le plus beau masque effrayant avant de se rendre compte en lui tirant le visage qu'en fait, c'est pas du tout un masque. Et là, la scène bascule en fait, littéralement, il devient une victime jetée en pâture devant la place publique de Notre-Dame. Et les gens vont commencer à lui jeter du coup des légumes pourris, etc. Et le public est encouragé en plus par les gardes policiers, etc. Donc ça fait vraiment mal au cœur de voir que tout le monde est encouragé et que personne est remis à sa place aussi. Ouais. Et donc il se fait humilier, il finit du coup par se faire ligoter et tirer dans tous les sens, écartelé comme une bête de foire ou un animal, jusqu'à donc que Esmeralda finit par le libérer et lui permettre de s'échapper. Et la scène est très très dure. Mais dans le film, l'idée, c'est vraiment dès le début, de nous montrer que ce personnage est une victime. Donc, la scène, elle veut dénoncer le regard discriminant du public, tout en jouant quand même de façon très appuyée sur ce spectacle. Et ça, c'est aussi des choses qu'on peut questionner. Et le bossu, il reste finalement... Il manque beaucoup d'agentivité, il a du mal à faire avancer le récit tout seul, même s'il essaie un petit peu de sauver. Finalement, il est quand même éclipsé par tous les autres. Ouais. Et ça reste un problème quand même. Ouais, il pourrait au moins mettre un contre-pied pour montrer justement que c'est pas normal que je sais rien, des gens qui essaient de l'arrêter ou qui disent non, stop. Je me dis, mais les traumas que tu crées chez des gosses qui soit en handicap, soit se sentent moches, soit c'est chaud quoi. Et le deuxième, la suite du coup est assez terrible parce qu'une des premières scènes du film, il se regarde dans le reflet de la cloche. Et là, c'est plus le carnaval, c'est le jour de l'amour. Et donc, il veut descendre pour faire la fête de l'amour. Et en regardant son reflet, en fait, se rend compte qu'il n'a pas changé physiquement, se dit explicitement qu'il est laid, ce qu'on nous a déjà martelé dans le premier opus. Et donc, il faut vraiment attendre le deuxième opus pour qu'en fait, une autre femme tombe amoureuse de lui et lui dise pas besoin de changer, je t'aime comme tu es. C'est dur. Si lui, il dit je suis laid, pour moi, limite, ça donne raison à tous ceux qui l'ont humilié avant, quoi. Du coup... Oui. C'était OK. On voit vraiment qu'il l'a intériorisé. Ouais. Et effectivement, il y a très peu de contre-discours. Même si Esmeralda est gentille avec lui, en vrai, il n'y a pas de contre-discours totalement pour lui dire et le rassurer. Ou alors, c'est toujours très, très furtif. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les Disney, même sous couvert de vouloir dénoncer les discriminations. D'une certaine manière, on les renforce. Et ça, Disney a du mal à en sortir, en tout cas jusqu'à une certaine période, a du mal à sortir de ça quand même. Ouais. Les améliorations sera pour la deuxième partie. Du coup, on enchaîne avec le racisme. À part des figurants, tu vois même pas leur visage en arrière-plan dans Dumbo, donc je crois que c'est le tout premier. Non, c'est le tout premier Disney. Le premier Disney du coup, c'est Blanche-Neige et Dumbo arrive après, donc on est en 41. Je suis un peu nul en date. Ouais, donc il y a longtemps quoi. Voilà, à part ça, le premier homme noir dans un Disney Pixar, c'est que en 2001 dans Atlantide, et encore c'est un rôle secondaire avec le médecin Amadou Gentil, 8 ans avant Tiana, donc l'héroïne de La Princesse et la Grenouille. Donc quand même, on a bien ramé quoi. Et en 92, Aladdin, c'était le premier dessin animé avec un casting 100% non blanc, donc des personnages arabes en l'occurrence. Donc clairement, on part de très loin. Mais ça s'améliore un peu, avec notamment le nouveau Ariel, la petite sirène, donc jouée par l'actrice noire Halle Bailey, qui a créé une énorme polémique, parce que Ariel serait forcément blanche. Et en même temps, je trouve que ça illustre
parfaitement nos 2 épisodes et ton livre, cette polémique, parce que d'un côté, tu as une frange, notamment américaine, hyper conservatrice, qui a, tu vas nous en parler, non, Ariel, elle doit forcément être blanche. Et de l'autre côté, tu as ces images magnifiques de parents de familles nord-africaines, noirs de peau, quoi, qui filment leur petite fille en train de découvrir le trailer de la nouvelle Ariel. Et tu as ces images trop belles où les petites filles, elles sont là, elle est comme moi. Et leur joie de dire, maman, elle est noire, elle est noire. Et enfin, imagine, t'es une petite fille noire qui voit que des princesses blanches H24. On te fait clairement comprendre que tu seras jamais une princesse. La première fois que tu vois une princesse noire, enfin, c'est pas trop tôt, quoi. Ouais. En fait, c'est assez surprenant en plus, je trouve que là, l'exemple donc moi, je n'ai pas du tout traité dans le livre des live action parce que déjà, j'avais beaucoup de films à regarder. Mais j'en parle quand même de cet exemple dans le livre parce que je pense qu'il est assez parlant pour comprendre le besoin de modèles d'identification et que tout public ne cherche pas les mêmes modèles d'identification. Il y a eu un vrai problème de la part de Disney à repousser la représentation des personnages pas blancs. Donc notamment, le choix qui a été fait très longtemps, c'est que tous les personnages qui étaient pas blancs en réalité étaient des animaux. Qui est un choix un peu plus problématique, qui leur permettait de cocher un peu, on a mis des personnages pas blancs. Tu peux donner des exemples? Par exemple, dans Dumbo, ça a beaucoup fait polémique à l'époque. Il y a des corbeaux, où Dumbo rencontre des corbeaux, et c'est des corbeaux noirs de pelage, comme des corbeaux, mais qui parlent avec un argot très, très caractéristique de l'argot noir et de ce qu'on appelle le jive, et donc qui était inspiré par... oui, il n'y a aucun doute, quoi. Par, des musiciens noirs. Après, l'autre exemple un petit peu... qui a beaucoup fait parler, c'est le livre de la jungle. Alors, Mowgli est un petit gamin indien très, très américanisé, etc. Mais dans les animaux, beaucoup d'animaux sont racisés. Et notamment, on avait beaucoup parlé du roi Louis. Donc, c'est un orang-outan qui adore le jazz et qui rêve d'être comme les humains. Mais le sous-entendu, c'est lui, blanc, en tant que... le Roi Lion, c'était le premier film qui se passait en Afrique. Ça n'est que des animaux. Donc, ils se sont dit, mais chouette, on va enfin faire un film en Afrique, mais qu'avec des animaux de la jungle. Donc, tout le casting est plus ou moins pris en charge par des acteurs noirs. Donc, il y a vraiment eu ce truc on repousse l'arrivée des personnages humains pas blancs. Et c'est vraiment aussi tout un historique aussi sur animaliser, etc., les personnes non blanches. Un peu comme les handicapés, quoi. T'es qu'une bête. C'est ça. T'es pas vraiment un humain, quoi. On a pris beaucoup de temps, encore aujourd'hui, et vraiment, La Petite Sirène le montre. C'est très compliqué pour Disney d'arriver à avoir des personnages pas blancs, surtout en tête d'affiche. Tiana, effectivement, elle arrive très, très tard. C'est vraiment la première héroïne principale. Il n'y en a pas vraiment eu après elle pendant un petit moment. Et on en reparlera dans les derniers Pixar, derniers Disney. Il y a beaucoup plus de personnages non blancs qui sont là, mais qui restent quand même finalement assez clairs de peau aussi. Il y a un peu cette absence de personnages plus foncés. Dans le live action de La Petite Sirène, l'actrice reste relativement claire de peau. Mais pour les gens, il y a aussi cette idée, c'était dit très clairement dans la réception, prenez les films que vous voulez, mais inventez des nouveaux films pour les personnages noirs, laissez nos classiques tranquilles, mais La Petite Sirène, les sirènes ne sont pas blanches, pas plus qu'elles sont noires, et juste elles n'existent pas. Donc elle peut être blanche dans l'original, noire dans le suivant. C'est juste un prétexte pour être raciste, quoi. Enfin, clairement, il y a pas... on enchaîne avec le classisme, du coup. Donc, c'est discrimination entre différentes classes sociales. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Avec 2-3 exemples, effectivement. Dans Cusco, que moi, j'adore. Isma, la méchante, elle balance à un villageois qui souffre de la faim. Ça, vous auriez dû y réfléchir avant de devenir paysan. Donc ça... Genre, si t'as pas de quoi manger, t'avais qu'à choisir un autre métier. Vraiment, la culpabilisation, qui rappelle pas mal de choses contemporaines. Des riches envers les pauvres. Il y a un peu ça aussi avec Aladdin qui, j'avais pas tellement réfléchi, mais qui en fait est clairement SDF, qui est plusieurs fois traité de rat des rues par les gardes du marché, puis par un autre personnage qui lui dit t'es qu'un vaurien, t'es né pour être un vaurien, tu mourras en vaurien. Donc vraiment, je veux dire, la condamnation à la reproduction sociale, quoi. Clairement, si t'es pauvre, c'est 100% ta faute, pas du tout celle des riches qui s'enrichissent sur ton dos ou juste des systèmes en place. Voilà. Et en même temps, c'est marrant parce que j'avais pas pensé à ça, mais t'écris qu'on minimise le poids d'être pauvre. C'est vraiment romancé des fois, comme dans La Belle et le Clochard, avec la fameuse scène du dîner aux chandelles où ils mangent des spaghettis jusqu'à s'embrasser, qui en fait est dans une arrière-cour à côté des poubelles. Mais t'as Clochard qui explique
à la chienne, voilà, qui se sent libre, sans foyer, sans laisse et sans clôture. Donc, soit t'es pauvre et c'est ta faute, soit t'es pauvre. Et en fait, c'est quand même assez cool et bohème d'être pauvre, quoi. Surtout, du coup, ce qu'il faut préciser, j'ai décidé de lier la question race et classe ensemble. On peut travailler séparément. Dans Disney, c'était impossible, en fait. J'ai vraiment essayé de tourner dans tous les sens. C'était impossible pour moi de le séparer. C'était automatique, quoi. Voilà, c'est presque tous les personnages qui sont racisés, désignés comme pas blancs, vont être désignés aussi comme précaires. Et à l'inverse, tous les personnages qui sont précaires, défavorisés socialement, mais plutôt que des blancs, donc l'exemple de La Belle et le Clochard, les Aristochats, etc. Oui, on a un chat SDF sur les toits bohèmes de Paris, mais en fait, la vie est assez cool. Oui, on a un chien des rues et Rome, mais bon, on peut manger des spaghettis à l'œil. La précarité du côté du codage blanc est plutôt cool. Et finalement aussi, la plupart de ces personnages-là vont profiter de l'ascenseur social. Donc, dans les Aristochats, le chat SDF va profiter de la chatte bourgeoise et être adopté par elle. Dans La Belle et le Clochard, c'est pareil. À l'inverse, du coup, les autres personnages qui sont racisés, généralement, souffrent beaucoup plus de la précarité. Donc, c'est l'exemple de Tiana. Et donc, pour s'en sortir, il va falloir qu'elle travaille dur, alors que Cendrillon, qui est blanche, tout va très bien pour elle. En fait, elle va rencontrer son prince. 3 jours plus tard, elle va avoir la plus belle vie de princesse. Tiana, il a fallu qu'elle travaille toute sa vie pour être la princesse noire qui le mérite. Et il y a vraiment ce distinguo très, très clair sur les classes sociales où, en fait, ceux qui restent dans le fond, c'est toujours ceux qui se donnent pas les moyens. Ça, c'était très américain aussi. Et donc, il faut faire plus d'efforts quand on n'est pas blanc. Et quand on est blanc, en fait, on va grimper un peu naturellement parce qu'on va trouver quelqu'un de privilégié qui va nous tendre une perche facilement. C'est ouf parce que ça fait tellement écho. J'aurais pas du tout pensé à l'épisode avec Nicolas Framont sur les milliardaires sont-ils des parasites, par rapport au fait qu'il faut en plus être sympa avec eux parce que peut-être que ce sera ton sauveur, quoi. Comme tu dis avec les... Chez Disney, c'est vraiment ça. Les privilégiés sont toujours des sauveurs. Il y a vraiment l'idée de philanthropie bourgeoise, par exemple, la vieille riche dans les Aristochats, qui est OK pour léguer tout son héritage au chat, et donc tous les chats errants de Paris vont pouvoir profiter de son héritage. Et les riches ne sont jamais vraiment dénoncés, en fait, comme effectivement des nuisibles, des gens qui feraient mieux de redescendre un peu. Ça, non. Parce que le principe, c'est quand même Disney ultra-capitaliste, donc il ne faut pas trop taper sur ceux qui nous donnent un peu de l'argent quand même. Et enfin, j'étais pas sûr de vouloir en parler parce que c'est pour ça que je t'ai mis en dernière question, parce que ça risque de vous plomber le moral. Et qu'il y a vraiment des trucs positifs à dire sur Disney, pareil, dans la deuxième partie. Mais encore plus maintenant que je suis jeune papa, fallait qu'on en parle. Il y a une scène très choquante. J'ai pas l'impression qu'il y en a eu d'autres dans d'autres films, tu me diras, mais effectivement, dans le livre de la jungle, avec le serpent qui chante « Et confiance » à Mowgli, là, ça ressemble vraiment fortement à de la pédocriminalité et de la violence sexuelle. Donc pour vous raconter rapidement la scène, c'est pas gerbé, mais donc t'as Mowgli qui est assis au bord d'un arbre, un peu avachi, et donc t'as la queue du serpent qui descend de l'arbre, qui s'enroule autour de lui, donc lentement mais sûrement, et le kidnappe, le capture en fait pour le monter dans l'arbre. Tu vois plusieurs fois Mowgli qui lui dit « mais laisse-moi tranquille », et le serpent, voilà, qui essaie de le séduire, qui lui répond « laisse-moi te regarder », et qui le retient au moins, je sais pas, 5 fois de partir, quoi, alors que clairement, enfin, quand c'est pas oui, c'est non, avant de l'hypnotiser, donc là c'est clairement je te manipule, quoi. Et le nom de la chanson, c'est « Aie confiance », quoi. Quel message t'envoies à des gosses qui disent « bah vas-y, aie confiance », c'est un mec qui clairement refuse ton consentement et c'est de t'agresser, quoi. Et heureusement, tout à la fin de la scène, mais plus par chance que par courage, ou parce que le serpent se rend compte qu'il fait de la merde, ou parce que quelqu'un d'autre intervient, Mowgli se rend compte qu'il aurait pas dû lui faire confiance et arrive à s'échapper. Mais à quel moment tu te dis que c'est OK de mettre une scène comme ça sans plus de pédagogie, quoi? Pour le contexte, du coup, quand Disney a commencé, quand les équipes ont commencé à travailler sur le film, en fait, Disney avait été approché pour commencer à faire des films justement de pédagogie autour de la pédocriminalité. Mais en fait, très approché par qui? Du coup, par les associations de prévention, notamment, etc. D'accord. Et donc, dans le film, il reste une trace de... En fait, on essaie de montrer que c'est pas bien. Et très clairement, parce que c'est 2 méchants, en plus, qui vont un peu faire la cour comme ça à un jeune garçon. Je pense que ce qui était voulu par les équipes, c'était de montrer justement que c'est un truc de méchant. Si des gens vous connaissez pas, vous tournent autour, méfiez-vous. Je pense que c'était vraiment le message. Ce qui me pose problème particulièrement dans la scène, c'est que ça se cumule avec le fait que c'est 2 méchants,
sont aussi 2 personnages qui sont codés queer, donc pas hétéros. C'est queer, en c'est fait, un méchant C'est ça. pédocriminel. Alors ça doit correspondre aussi à cette époque-là, mais de faire croire que la pédocriminalité elle vient forcément de la part des hommes gays. En fait, juste là, tu peux expliciter, ils sont codés queer, du coup on parle du serpent et du coup le tigre, je sais plus comment il s'appelle, Shere Khan. qui débarque à ce moment-là et qui du coup veut vérifier que le serpent n'a pas capturé le Mowgli parce qu'il veut aussi le faire, et en fait en discutant, Mowgli arrive à s'enfuir un peu par hasard. Oui. Voilà, en quoi comment tu identifies qu'ils sont queer? Alors surtout sur Shere Khan, ça se voit beaucoup. Donc quand j'ai travaillé sur la question du queer, c'est tous les personnages donc qui sortent un petit peu des codes hétéronormatifs, donc notamment tous les hommes qui sont pas codés masculins. Donc Shere Khan, oui, il a du maquillage sur les yeux, et il se comporte un peu comme un précieux. Une des choses que j'ai remarqué, c'est que tous les méchants ne parlent pas de la même façon. Notamment dans la version originale, ils sont tous doublés par des accents britanniques, et donc il y avait un peu cette méfiance de les personnages qui sont masculins un peu trop élégants, qui prennent un peu trop soin d'eux, et qui sont souvent codés avec du rose, ou c'est un petit peu le spoiler du livre aussi, avec du violet, qui était la couleur vraiment queer. Tous ces méchants-là, du coup, sont un peu ambigus. Et en fait, surtout, ces méchants sont célibataires, ne désirent pas d'autres femmes ou femelles pour les animaux. Et là, dans le livre de la jungle, voilà, c'est vraiment 2 personnages masculins qui désirent un petit garçon. Et sous couvert de faire de la prévention très, très explicite pour méfiez-vous des hommes qui essayent de vous aguicher, en réalité, on a surtout fait de la prévention homophobe, qui est quand même très problématique, et qui encore aujourd'hui pose problème, puisqu'encore beaucoup de gens pensent qu'une grande majeure partie de la pédocriminalité vient de la part des personnes gays, ce qui est statistiquement faux en plus. Après, je pense qu'on était dans une démarche, voilà, de... mais à ce moment-là, tu passes pas 90% du temps sur l'agression et 10% sur... non, en fait, c'est pas OK ce que t'as fait, quoi. Enfin, tu rééquilibres un peu. Il n'y a effectivement pas du tout de remise en question. La scène, elle est choquante, et parce qu'après, il n'y a rien... Ça dure longtemps, hein. À part pour nous dire que c'est une attitude de méchant, il n'y a pas du tout de discours critique. Notamment, en fait, on ne voit pas du tout si Mowgli a un traumatisme derrière. En fait, on a l'impression que la scène glisse sur lui. Il s'énerve pas plus que ça non plus. Il n'y a pas de sanction. Il a l'air de pas du tout comprendre. Et ça, pas d'adulte qui intervient. Enfin. Oui. Ok. Donc voilà, ça c'était l'épisode bien chaud bouillant, on met les pieds dans le plat. Merci Célia, ton livre Décoder Disney Pixar est dispo partout en librairie. Il sort le jour où on enregistre. Et abonne-toi parce que dans 15 jours, il y aura donc la deuxième partie qui sera beaucoup plus légère et enthousiasmante avec Célia, du coup, sur tout ce que Disney fait de bien ou de mieux, comment on peut améliorer les choses. Voilà, est-ce qu'on peut montrer des Disney à nos enfants et surtout comment, à quelles conditions, etc. Et révélation, est-ce que Elsa, la Reine des Neiges, serait-elle lesbienne ? Voilà, abonne-toi pour pas louper ça. Oui, qui est un vrai sujet que j'ai complètement découvert et j'ai trop hâte d'en parler. Merci Célia, ciao tout le monde, à dimanche prochain. À plus.